Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de La Petite Reine, celui du mois de mars 2025. Ça y est, on est rentré dans la saison des classiques pour le peloton féminin. On a déjà eu quelques belles courses à se mettre sous la dent, mais on a surtout un mois assez dingue qui arrive avec un enchaînement de grosses courses, des superbes start lists. Et donc pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le plus fidèle des fidèles de La Petite Reine, c'est Loïc. Salut Loïc, comment vas-tu? Écoute, ça va super avec le printemps qui arrive, y a rien de mieux du coup euh, pour suivre les courses et aussi pour pouvoir sortir soi-même. Bah ouais, c'est ça, hein, c'est sûr que ça donne envie de mettre le nez dehors, de monter sur la selle et d'aller faire quelques heures. Tu bornes un petit peu du coup, c'est ça que tu veux nous dire. Oh, pas tant que ça, hein, je fais aussi beaucoup courir, mais c'est aussi la saison des examens qui arrive, du coup pas trop le temps non plus, j'avoue. Eh oui, Et toi? il faut jongler, il faut jongler. Bah moi je suis allé faire une petite sortie à midi sous le soleil qui était effectivement très agréable. Donc c'est reparti, c'est reparti. Tu m'étonnes. Bon bah pour commencer, bah déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous nous découvrez, eh bah pensez à vous abonner à la chaîne. On est en route vers les 3000 abonnés sur YouTube là. On espère pouvoir y arriver tout bientôt. Objectif Tour des Flandres, nous a dit ici hein, lors de la preview de 2000 ans sans Remo. Et puis également, si la vidéo vous plaît, pensez à liker, à mettre un commentaire aussi, ça nous soutient, ça fait remonter la vidéo et ça permet bah, du coup de mettre en avant notre travail. Donc ça nous fait plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à poser des questions pour qu'on puisse échanger un petit peu de tout ce qui se passe dans ce monde du cyclisme féminin. Il y a énormément de choses. C'est vrai que comme on fait pour le moment qu'une émission par mois, on n'a pas la possibilité de faire plus souvent. On a quand même pas mal de choses à dire et on va commencer par notre rubrique désormais pour introduire ces émissions. Coup de cœur, coup de gueule. Je crois que déjà la dernière fois j'ai un peu galéré. Coup de cœur, coup de gueule. Loïc, es-tu plutôt coup de cœur ou coup de gueule en ce mois de mars? Écoute, j'ai plus cette coup de cœur parce que en fait c'est un coup de cœur sur la qualité des courses de ce début de saison. Enfin, la dernière fois c'était un coup de gueule parce que j'en avais marre qu'on court dans des pays à la con, sans mâcher ses mots. Mais là, la qualité des courses qu'on a eues, par exemple sur les courses dont on va parler pendant cette émission, ça a été incroyable. Le niveau de compétition et sur toutes les filles qui peuvent aller gagner des courses en ce moment, c'est énorme l'éventail qu'il y a. Et en fait, ça fait ça fait des feux d'artifice à chaque course. Et c'est incroyable à regarder. C'est ultra divertissant. Je trouve que je me fais beaucoup moins suer à regarder des courses féminines que les courses masculines, honnêtement. Et là, ça me fait énormément plaisir, quoi. C'est génial de voir ça. Ouais, et bah tu vois, on s'est pas consulté avant l'émission et moi mon coup de cœur c'est la densité. J'avais mis un mot, j'avais mis densité. Et effectivement, c'est aussi un des trucs qui m'a le plus plu sur ce début de saison et aussi sur les grosses courses. C'est la densité de ce peloton féminin et on reparlera tout à l'heure notamment du final du trophée Obinda que moi j'ai beaucoup aimé où du coup on s'oriente aussi beaucoup plus vers un cyclisme bien plus tactique que bah, je suis la plus forte et puis j'appuie plus fort sur les pédales et je fais péter tout le monde. Et je pense que ça va être ça pour bon nombre de courses cette saison. Et là, on va arriver sur les grosses courses d'un jour. Et je pense qu'il va y avoir aussi quelques surprises par rapport à ça parce que le côté tactique va être de plus en plus présent pour jouer la gagne. Et il suffira pas d'être largement, d'avoir les meilleures jambes, il faudra aussi la jouer fine. Et voilà, je trouve qu'on a eu des belles courses déjà qui sont surtout très très prometteuses. Et puis le retour aussi de quelques filles au premier plan qu'on n'attendait peut-être pas aussi haut déjà sur leur reprise. Ouais, exactement. Ouais. Bah, en fait, il y a un mélange entre ces nouvelles arrivées qui font que, enfin, c'est assez impressionnant qu'elles arrivent à ce niveau-là, honnêtement, hein, parce que moi, je m'attendais pas du tout à ça. On l'a dit dans les dernières émissions, on s'était dit, ouais, il faut un an d'adaptation, le niveau a tellement augmenté, etc. Ce qui est vrai, hein. Mais je pense qu'elles sont arrivées, elles se sont jamais vraiment arrêtées de s'entraîner et en fait, elles ont réussi à suivre le niveau et c'est des filles qui sont vraiment au top du top. Donc,
y a rien de mieux qui peut être fait. Mais enfin ça, oui c'est incroyable. Enfin on le verra aussi sur une des premières courses dont on va parler. En fait il n'y a pas que l'aspect est de la plus forte. Maintenant il y a aussi l'aspect tactique et comme il y a eu tout ce remue-ménage pendant les transferts, les équipes elles savent plus trop quoi faire quoi. On le voit. Ouais, bah c'est sûr que ça a redistribué des cartes, en fait, ça a rééquilibré des forces en présence, et franchement, c'est chouette pour le cyclisme féminin. Bon, on a eu 3 grosses courses World Tour là, hein, sur le dernier mois, des courses d'un jour, le Het Nieuwsblad, l'Estrade Bianche et le Trofeo Binda. On va revenir pas forcément dans l'ordre hein, sur ces courses un petit peu. Voilà les faits qui nous ont le plus marqué, les coureuses voilà, où on pense que c'est intéressant d'en parler quelques minutes. C'est quoi toi Loïc le fait le plus marquant de ces 3 premières grandes courses d'un jour? C'est compliqué, tu me poses une question piège. Il y a eu des faits Il y en marquants a sur eu, il y chaque en a eu course. plein, mais on va tous les passer en revue. Mais voilà, c'est pour commencer, pour que tu puisses en Ah c'est mettre un en dur. avant. Ah c'est vachement dur. Allez, mais même s'il n'y a pas d'ordre hiérarchique, un des faits de course Ok, important. Voilà. le taf de Juliette Labousse sur Ah ouais. l'Estradé, ça a été incroyable. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce tracteur, cette puissance, c'est incroyable, quoi. Il y a eu un travail de fou de la FDJ qui était un peu, enfin, moi, qui m'avait vraiment fait peur sur le Newsblatt. Et je me suis dit, waouh, ok, mon niveau tactique, en fait, ça va très très bien. Et il y a des filles qui ont des jambes qui seraient vraiment leaders partout, sauf à la FDJ. Et ça donne vraiment cette impression de super puissance. Et niveau tactique, enfin. La Bousse, enfin, c'était juste même pas niveau tactique, c'est que niveau force, elle Hmm. était plus forte que la plupart des filles. Je pense que si elle avait été seule dans une équipe, elle aurait fait le podium. Là, elle le rate d'un cheveu. Mais Vollering, enfin, elle le dit pendant ses interviews où l'équipe a été super importante. Mais elle a pas pu sortir à 50 bornes ou à 40 bornes comme elle aurait pu faire il y a quelques saisons. Ça montre la densité qu'il y a eu. Et ça fait, enfin, pour moi, l'Estrade, ça a été la course à regarder de ce dernier mois. Enfin, il y a eu le trophée Alfredo Binda qui a été assez incroyable aussi, mais l'Estrade, c'était Hmm. épique comme course, quoi. C'était incroyable. Ouais, en termes d'intensité, c'est sûr qu'on a atteint un très très haut niveau. Et puis c'est surtout en fait, elles se sont très vite retrouvées les filles à un nombre assez un peloton, un nombre assez réduit. Donc il n'y avait pas beaucoup d'équipières. Donc c'est devenu assez tactique, et le coup qui part là, alors je crois que c'était à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, ou un petit peu plus, où Pauline Ferrand-Prévot sent très bien le bon coup et puis revient voilà, sur le groupe à l'avant. Euh, ouais, s'il y a pas la boost, tu fais bien de mettre en avant son énorme travail. S'il n'y a pas la boost, c'est pas sûr que le groupe rentre comme ça si facilement derrière. Et surtout que les filles, les leaders puissent s'économiser, parce que si la boost elle est pas là, c'est peut-être Vollering qui est obligé d'attaquer beaucoup plus tôt, Van der Breggen de se découvrir aussi plus tôt. Et, euh, et ouais, c'était hyper impressionnant la puissance qu'elle a mise, et puis la longueur en fait de son travail. Moi à un moment je me suis dit bah c'est bon là, elle a fait son relais. Voilà, elle s'est cramée, et non, et puis elle reprenait, et l'écart, t'as vu à quelle vitesse il est descendu, l'écart? Ça Ah, mais c'était c'était impressionnant. C'était du grand n'importe quoi. ouais, C'était ouf. c'était impressionnant. Moi ce qui m'a beaucoup plu sur cette course, c'est Pauline Ferrand-Prévot en fait, c'est son sens de la course, où elle était très en jambes, mais se sachant, je pense, inférieure à une fille comme Vollering, il fallait qu'elle ose quelque chose, qu'elle tente. Et en fait, elle a vraiment tenté en partant plus loin de l'arrivée, en essayant d'anticiper. Elle a senti que le bon coup pouvait partir avec des filles un petit peu qu'on a l'habitude de retrouver à l'avant, mais qui sont pas des top leaders, et qui vont aller s'imposer une course sur deux. Et j'ai trouvé justement qu'elle avait vraiment. Encore, moi je trouve ça impressionnant. Ça fait des années et des années qu'elle n'a pas couru sur la route. On sait qu'en VTT, il n'y a pas du tout ce genre de décision à prendre. Et, et là, en fait, c'est le feeling. Elle a senti le bon truc. Ça aurait pu la propulser vers la victoire.
Elle décroche au final une superbe troisième place et je pense que si on lui avait dit ça au départ ou avant, elle aurait sûrement signé. Et moi, j'ai trouvé impressionnante. Bon, physiquement, c'est sûr, mais on sait qu'elle est très forte et surtout sur une course comme l'Estradé où c'est typé gravel, c'est un terrain où elle est à l'aise. Mais ouais, moi, c'est tactiquement où je l'ai trouvé très, très juste et ça, c'est de bon augure pour la suite de la saison. Bah oui, carrément. Enfin, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis sur Pauline Ferrand-Prévot. Et bah, Van der Wagen, c'est un peu la même chose aussi. Enfin, tactiquement, c'est peut-être un peu moins fin, mais comme il y a plus de forme, on dirait, ça se compense, quoi. Ouais, là. C'est... Non, Vas-y. vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Mais enfin, tu vois, ça se compense et tu vois que, en fait, il y a toute la science de la course de Pauline Ferrand-Prévot et Van der Wagen, elle l'a aussi, hein, mais elle a aussi peut-être un peu plus de forme, mais elle arrive à suivre Vollering, elle a conscience de ses capacités, etc. Et ça donne qu'en fait, les nouvelles arrivent, enfin, les re-arrivantes, je sais pas si ça se dit vraiment en français, elles sont Revenante. giga formes, quoi. Les revenantes, on va les appeler comme Les ça. revenantes, ouais. Ouais, Et ouais, Van der Breggen, sur l'Estradé, elle sent super bien le coup quand elle attaque dans la descente, où c'est une portion où elle est à l'aise, où elle prend quelques mètres, et c'est ce qui fait aussi à mon avis, que Vollering, elle part pas toute seule dans... j'ai perdu là le nom de la bosse, mais ça va me revenir dans le Tolfé. Euh, Elle anticipe, du coup, elle peut contenir l'accélération de Vollering et basculer avec elle au sommet. Et il manque pas grand chose Mm. pour que Vollering elle parte toute seule. Et ouais, à un moment, je me suis dit, est-ce qu'il faut qu'elle roule, est-ce qu'il faut pas qu'elle roule. C'est un peu, mais en tout cas, enfin voilà, elle a fait avec ses armes aussi. On a vu dans la montée vers l'arrivée qu'il n'y avait pas photo et que Vollering était largement plus forte. Par contre, je l'ai trouvé tactiquement moins fine sur le Trofeo Alfredo Binda, où je pense qu'elle s'est Mm. découverte beaucoup trop tôt. Et il y avait encore un gros groupe derrière. Et là, pour le coup, pour moi, c'était plutôt un aveu de faiblesse plus qu'autre chose. En mode, je vais pas pouvoir attaquer et sortir dans le dernier tour. Alors j'essaie avant, mais il y avait encore un très gros groupe derrière. Et c'était sûr que ça allait rentrer. Donc là, j'ai pas. Enfin, moi perso, j'ai pas trop compris sa technique. Sa tactique plutôt. Bah, je sais pas si c'était. Enfin, ça a été tel. Enfin, pour moi, vraiment, la fin de la course, l'Alfredo Binda, c'était vraiment du popcorn de partout, quoi. Ça attaquait de partout. C'était du. Enfin, il y avait. Tous les filles étaient ultra offensives, en fait, et je pense que chacun a voulu tenter son coup. Et enfin, elle attaque aussi en descente, il me semble, et je sais pas si. Tactiquement, je pense pas que c'était le bon moment de le faire, mais elle a essayé quelque chose et ça n'a pas marché parce qu'il y avait une énorme densité en fait. C'était pas, c'était pas comme sur l'Estradé où en fait il y avait peut-être plus de fatigue, moins de filles qui étaient présentes. Et enfin sur l'Alf Robina c'était ultra compact quoi. Ouais, puis aussi parce que le parcours était moins sélectif que sur les Strade Bianche. Et du coup, ça permettait aussi un petit peu ce match entre les sprinteuses, les puncheuses, les filles qui sont plus grimpeuses. On a vu, voilà, on a vu des filles essayer. Elisa Longo Borghini encore impressionnante. Euh, et puis finalement, comme on parle du trofeo Binda, Elisa Balsamo qui remporte au sprint, ça s'est joué au sprint finalement, pour la troisième fois de sa carrière, ce monument du cyclisme féminin. Et elle s'est planquée pour le coup toute la course. Elle a très bien joué tactiquement. Je crois qu'elle avait pas beaucoup d'équipières, voire pas du tout dans le final, parce qu'il me semble que Fisher Black, elle était un peu lâchée, enfin en tout cas elle n'était pas dans le sprint. Et bon bah c'est le jeu, elle a profité du travail aussi des autres filles et des équipes qui étaient en surnombre pour qu'il y ait un regroupement. Et elle fait un sprint assez impressionnant parce qu'elle décolle vraiment tout le monde de la roue et ses concurrentes n'ont pas eu grand chose à faire. Non non mais après il y avait aussi je pense que le fait que bah, Vollering elle attaque juste avant et en fait bah
ça faisait que en fait il y avait il y avait moins de filles en fait qui pouvaient faire le sprint. Enfin, Peters, elle était partie aussi. Il y a Longo Borghini qui était parti aussi avec Vollering. Et du coup, ça fait que bah, t'as quand même trois filles qui sont ultra fortes, qui jouent pas le sprint. Donc ça fait un peu moins de monde. Mais Balsamo, elle était. Bah, c'est aussi ses qualités, quoi. C'est ce qui fait qu'elle bah, elle arrive à. Enfin, oui, c'est quand même relativement un petit groupe. Elle arrive à prendre dessus, mais comme bah, elle prend le dessus comme sur des Voss, etc., enfin, qui l'ont joué aussi qui l'ont joué fine pendant toute la course et qui sont un peu cachés. C'était bien joué de la part de Balsamo, oui. Ouais, ben je pense que justement, contrairement à Voss, elle a pas essayé de suivre les accélérations aussi. On voit un moment Voss Hmm. qui est, je sais pas si elle explose ou elle se dit, ouais, non, en fait, là, je suis allé trop loin, faut que j'attende le groupe derrière. Ou du coup, je pense qu'elle Je elle pense qu'elle laisse. voulait attendre le sprint. Elle voulait attendre le sprint, Ouais, non? mais Je pense pas. elle a laissé une cartouche, Voss, à un moment où Hmm, hmm. elle essaie de suivre l'accélération, c'est une des accélérations de Vollering, Longo Borghini et Ouais, de compagnie. Vollering. Ouais. Hmm. Et finalement, c'est peut-être aussi ce qui lui manque parce que elle fait que quatrième du sprint et enfin, ouais, elle est tout à fait en capacité de s'imposer avec les filles qu'il y a autour. Donc peut-être que ouais, elle a pas su. Après, c'est pas évident parce que tu peux te dire que le coup avec les plus costauds là, eh ben il peut aller au bout. Donc il fallait aussi à Voss bien jouer. Disons que c'était peut-être plus simple pour Balsamo qui avait pas forcément de choix à faire en mode bah, de toute façon les attaques, j'arriverai pas à les suivre, donc j'essaie pas, je reste avec le groupe et je me concentre que sur le sprint. Bah oui, oui, c'est sûr, mais enfin, quand tu vois la qualité des coureuses qui partent dans le dernier coup, moi je me dis que ça va aller au bout. Mm, Enfin, mm. c'est quand même, quand tu vois les noms qui sont dedans, généralement quand il y a ces filles-là qui sortent, on les revoit jamais. Ouais. Donc c'était un choix assez compliqué à faire. Bah, c'est là qu'on voit aussi ce qu'on disait au début de l'émission. C'est-à-dire que bah, les équipières qui roulent pour ramener le peloton, eh bah, elles sont pas trois crans en dessous des toutes meilleures. Et que du coup, ça se densifie et ça fait que bah, il suffit pas juste d'attaquer dans le final pour s'isoler et puis pour se jouer la victoire entre les toutes meilleures. Mm. Donc je pense que ça Mais illustre un petit peu aussi ça. C'est Music qui fait un taf de Mm. malade sur la course aussi. Ouais, ouais. Enfin, du coup, avant sur tous les événements dont on parle, mais en fait, elle, elle, elle a aussi la force d'être une leaduse aussi. C'est ça qui est Ouais, impressionnant. Et ouais. elle la ramène tous les groupes pour Vollering et c'est un taf de ouf qu'elle a fait pendant toute la course, quoi. Ouais, et Ferrand Prévot aussi a fait un gros boulot dans le final pour Marianne Vos. Mm. Donc ouais, effectivement, effectivement. Et bon, on va parler du Newsblatt aussi, avec cette victoire assez extraordinaire de, de Lotte Kless devant Aurélien Nerlo, deux filles que personne mettait en- bah, Ah non, dans là, y a les toutes personne là. premières là voilà c'était vraiment vraiment impensable au début de l'épreuve. Elles ont bah, bénéficié d'une échappée, alors je crois qu'elles étaient 5 ou 6 dans l'échappée et Parti au bout de 10 bornes, je crois, un ouais truc comme c'est ça. ça, parti en début de course et puis qui a pris des minutes des minutes des minutes des minutes et et moi quand j'ai mis Eurosport là pour voir le final de la course, je me suis dit, ouais, mais il y a tant d'écart que ça. Je sais pas, il restait 30, 40 bornes. Je me suis dit, non, bah quand même, elles doivent rouler à bloc derrière et puis ça va rentrer, quoi. Eh ben non. Il y a eu des grosses largesses. Moi, enfin, je trouve que ça reflète. Je vais dire ce que j'en pense, puis après, je te donnerai la parole. Je trouve que ça reflétait aussi le fait que, bah, allez, on laisse la course et le poids de la course à certaines et c'est comme si un petit peu c'était la première course d'un jour et personne voulait trop se mouiller, on va pas cramer nos forces trop tôt puis de toute façon elles sont loin. Un véritable enterrement de première classe pour reprendre une expression très utilisée dans le vélo et ouais j'ai trouvé ça assez bah, très attentiste mais aussi presque bah, irrespectueux pour la course dans le sens où
soit pour la course, soit pour les coureuses devant, je sais pas trop comment l'interpréter, mais en mode, soit la course, ça vaut pas le coup qu'on roule hyper tôt pour aller l'emporter, ou alors, les filles devant, de toute façon, voilà, on les connaît pas, ou à peine, dans le mur de Gramont, on va leur reprendre 2 minutes, voilà, je sais pas vraiment à quoi elles ont pensé, et puis les directeurs et directrices sportifs dans la voiture derrière. Mais moi j'ai été déçu de ça. Après, franchement, c'est cool qu'il y ait une échappée qui aille au bout, et puis tant mieux pour l'Autoclass qui vient remporter. Il me semble que c'est son premier succès professionnel, ouais. Et c'est une victoire qui est largement méritée, mais ouais, enfin, c'est toujours surprenant. Et puis c'est pas comme si elles avaient calculé et puis que finalement l'échappée est costaud et elle garde 20 secondes d'avance. Non, il y a 3 minutes 30 à l'arrivée. Non, mais enfin, tu vois, je crois qu'au début, enfin, à un moment dans la course, il y a eu 13 minutes de différence. Enfin, Mm. Ouais. c'est énorme. C'est plus qu'énorme, là. C'est plus des minutes, c'est dizaines de minutes. C'est un peu du. Je sais pas si. Alors, je sais pas si c'est envers la course qu'il y a de l'irrespect, honnêtement. Je pense que c'est plus les coureuses qui étaient devant, où en fait, les grosses équipes se sont dit, bon, ouais, enfin, c'est comme si tu comparais de la N1 et du monde professionnel. Mm. Je crois qu'il y a un monde d'écart, quoi. Elles ont dû se dire ça. Et elles ont dû laisser énormément de temps à cause de ça. Et puis finalement, à la fin, elles se sont dit, zut, putain, on a laissé un énorme écart, ça va pas le faire. Et on a vu qu'il y a eu de la panique dans le peloton, mais je pense que, en fait, il y a aussi aucune équipe qui s'est dit, je vais prendre la place de la SD Works, l'année dernière, a toujours fait le boulot comme ça, et qui a toujours mis les filles devant et qui a fait bosser tout le monde. Là, il y avait. Enfin, ça a quand même donné. Je me suis dit, ok, la saison va être. Je me suis pas dit, ok, oh, c'est con. Enfin, déjà, j'étais super content pour l'échapper, mais aussi, je me suis dit, la saison va être très intéressante parce que je pense pas que les équipes vont vouloir refaire ce genre d'erreur. Et donc, ça va être. Ça montre qu'il y a personne qui prend le lead, entre guillemets, pour l'instant. Et ça, contrairement aux 2 dernières saisons, ça fait quand même du bien et ça va permettre d'avoir, du coup, les courses qu'on a après, ultra explosives, ultra intéressantes. Parce qu'en fait, il y a une énorme densité de courses qui sont dans plein d'équipes différentes. Enfin, il y a Trek, il y a SD Works, il y a FDJ Suez, il y a Movistar. Il y a plein d'équipes qui peuvent. Il y a IF en moindre mesure, mais il y a plein d'équipes qui peuvent prétendre à la victoire. Et il y a des filles qui peuvent venir gagner des courses partout. Et ça a été longtemps pas le cas, quoi. Et Mm. donc, pour moi, ça annonce une très bonne année. Ouais, non, mais c'est effectivement, et on l'a vu sur les courses qui ont suivi, mais enfin, ouais, moi, pour le coup, sur cette course, je trouve que la FDJ Suez a pas assumé le poids de la course et qu'elle aurait dû le faire, sachant que c'est Vollering qui arrive, elle venait d'être hyper costaud en remportant le Tour de la Communauté de Valence. Euh, Logiquement, quand elle est au départ d'une course, elle fait partie des favorites. En plus, il n'y avait pas les. Alors, il y avait Puck Peters en principal adversaire, mais sinon, il n'y avait pas. Non, il n'y avait pas. Il y avait pas Marianne Vos, il n'y avait pas Longo Borghini, il n'y avait pas Kopecky. Donc, c'était pas sur des concurrentes où justement elles auraient pu se regarder avec les autres équipes. Et, euh, et je pense qu'elles ont, voilà, elles ont roulé trop tard de toute façon. Elles n'ont pas voulu assumer le poids de la course, mais quand Ah, on a Peter, je suis pas sûr qu'elle ait une équipe pour pouvoir rouler non non, non, plus, hein. mais c'est FD. Moi, je parle de la FDJ. Oui, oui. Ouais, Peters, je ouais, pense pas. ouais. Par contre, la FDJ Suez, tu regardes les filles au départ. Alors, malheureusement, et ça a peut-être joué. Guazzini, elle a pas pris le départ. Donc, elles étaient plus que 5, la FDJ. Donc, ça a peut-être pesé dans la balance, ça. Mais après, il y avait Amber Crack, il y avait Élise Chabet, il y avait Juliette Labousse, et puis Los Adgest, comment on dit Adgest, je sais plus. Attends, il faut que je regarde comment ça s'écrit. Adegeest. Atrest, je Atrest. pense. Ok. Mm. Enfin, je veux dire, c'est des filles qui sont costauds, quoi. Et t'en mets, tu mets 2 des 4 équipières à rouler assez tôt quand tu vois que ça va être compliqué. Voilà. Donc après, il y a sûrement des trucs qu'on sait pas, mais je pense que la course aurait pu être assumée
un petit peu plus tôt, mais on va dire qu'elles se sont bien rattrapées sur les Strade Bianche. Donc voilà, mais ça va être aussi, je pense, un des enjeux de la saison et des prochaines courses et classiques qui vont arriver, c'est comment Après, est-ce que les équipes vont assumer. tu regardes la Start List quand même, il y avait Lorena Vivas à la SD Works. La SD Works aurait pu quand même faire quelque chose. Aussi. Il y a Balsamo qui est chez Trek. Il y a quand même, quand tu regardes la Start List, il y a pas que Vollering. Je suis désolé, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de filles qui peuvent aller faire quelque chose. Je pense que c'était les automatismes du peloton qui n'étaient pas encore présents et du coup, ça a fait qu'il y a un petit cafouillage. Mais ouais, bah. Je pense pas que la FDJ Suez ait l'entière responsabilité de ce qui s'est passé, même s'il y a une grosse part. Mais je pense que les autres équipes aussi auraient pu faire quelque chose, honnêtement. Ouais, mais je pense que c'est aussi pour ça que ça l'a pas fait. Enfin, disons que la FDJ c'est aussi sûrement dit, nous on n'assume pas le poids de la course toute seule et peut-être que les autres équipes voulaient pas rouler avec. Mais voilà, en tout cas, toujours est-il que ça donne une très belle victoire pour l'Autoclass et tant mieux pour elle. Est-ce que tu voulais rajouter un truc sur ces 3 courses là qu'on aurait oublié de mentionner? Hmm, ouais, non, je pense que ça m'a Ouais. l'air plutôt bon, non? Ok, bah Hmm. ouais, moi aussi, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire en tout cas. Bah, on s'est régalé. Il y a eu du mouvement, il y a eu du suspense. C'était indécis jusqu'au bout et c'était top de pouvoir voir ça. Bah, on va maintenant embrayer sur les courses à venir. Bah, qu'attendre de ce gros mois de cyclisme qui se présente devant nous. Ça commence dès ce samedi avec la première édition de Milan-San Remo et on va ensuite enchaîner avec la classique Bruges de Panne, Gand-Wevelgem, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Voilà pour ce formidable mois d'avril. On verra à quel moment on place la prochaine émission. Il y aura peut-être une place entre Je Roubaix pense qu'il va falloir... et l'Amstel. Ouais, je pense qu'il va falloir faire Ah ouais, ouais. avant quand même. Ça, Ouais, je pense qu'il y a quand même une grosse densité de courses là, il va falloir qu'on en parle avant que c'est tout se ça. Et passe. ça permettra de faire une transition entre ce qu'on aura vu sur les Ardennaises, sur les Flandriennes et ce qui se passera En rien, sur ouais. les Ardennaises. Donc du coup, on va peut-être un petit peu teaser, bah voilà, avec Milan-San Remo qui arrive et jusqu'à Paris-Roubaix. Euh, un des événements majeurs et ça va arriver dès ce samedi sur Milan-San Remo. Bah, c'est le retour de Lotte Kopecky. Qui n'a pas encore couru Mhm. en 2025, la championne du monde. Et dès sa première course, elle va être confrontée, alors pas que bien évidemment, il y aura d'autres filles, mais à Demi Vollering, bah, sur un parcours auquel on est habitué chez les messieurs. Ce sera exactement le même final chez les dames. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas encore comment ça va être dompté par les filles et à quel moment il va y avoir des attaques, des offensives et comment tactiquement ça va se faire. Je sais pas comment est-ce que tu sens toi ce Milan-San Remo. Bah, déjà, je suis super content que les Ouais, filles ouais, puissent faire ce parcours c'est parce que clair. c'est quand même une course qui est magique et qui est ultra iconique du début de saison, en tout cas chez les messieurs. Et c'était quand même un peu, ça faisait tâche qu'il n'y ait pas d'épreuve féminine. Après, comment est-ce que ça va se passer? Va falloir sortir la boule de cristal, hein. Eh oui, mais Mais c'est ça que je te demande. Moi, je crois en toi. et puis en fait, enfin quand tu regardes les coureuses, je pense que bien sûr que dans le podio, elles vont essayer il y a des coureuses qui vont essayer de tout faire exploser. Je pense que tu vois, je pense à une Chloé Dagert, à- je pense à une fille comme ça qui pourrait essayer d'y aller en solo en fait, essayer de faire une attaque en solo, essayer de sortir de tout, enfin de sortir de tout le monde. Après, va falloir se poser la question, est-ce que Kopecky, par exemple, je la vois, ça dépendra de son état de forme, je pense qu'elle arrive pour gagner. Hmm. Mais est-ce qu'elle va bosser pour une V-Bus? Est-ce que si elle est pas on connaît pas son état de forme. Est-ce qu'elle arrive à 100% directement sur le début de saison? Est-ce qu'elle va essayer de bosser pour une V-Bus pour l'amener au sprint? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, Est-ce que qu'est-ce qu'elle va faire, Longo Borghini? Est-ce qu'elle va attaquer? Est-ce qu'elle va attendre le sprint?
Balsamo, elle sera aussi là-dedans et je pense qu'elle va être très attentiste. Et je pense que Vollering, tu vois, elle aura. Bah, je pense qu'il y aura Juliette Labousse pour la soutenir et elle pourra placer une attaque justement dans le podio à la fin du podio peut-être. Mais je pense pas qu'elle attendra le sprint par exemple, tu vois. Il y a plein de possibilités. Il y a plein Ouais, de possibilités, c'est plein, génial. il y a plein de possibilités, c'est ça qui est top. Moi, je reste persuadé que les filles qui sont pas les meilleures sprinteuses et même puncheuses, il faut qu'elles arrivent à anticiper la course assez tôt. Et je pense que dès la Cipressa, il faut qu'il y ait du mouvement. Certes, il y a une grosse densité, mais je pense que la course, euh, bah, les filles peuvent arriver déjà usées à la Cipressa. Alors la course, elle part de Gênes, on arrive à San Remo sur le même final, ça fait 156 km. Ce qui est long hein, par rapport à ce à quoi les filles sont habituées, et peut-être que le kilométrage augmentera encore dans les années futures. Euh, moi, je pense que Kopecky, elle va arriver en jambes. Elle n'a pas choisi de revenir sur Milan-San Remo comme ça par hasard. Et on voit également à quel point Lorena Wiebes, elle est à l'aise sur des montées qui sont plutôt courtes. Il faut rappeler que les pourcentages du Poggio, c'est 4-5%, quoi. Il y a un petit passage à 7-8, mais c'est rien d'insurmontable. Donc à mon avis, c'est prendre un gros risque pour des filles comme Vollering, comme Longo Borghini, qui sont bien moins rapides que Wiebes et Balsamo, pour ne citer qu'elles, ou Marianne Vos encore. Euh, D'arriver avec elles dans le Poggio, ça va pas être simple de les décrocher forcément. Euh, donc moi je pense il faut anticiper. Alors pourquoi pas une entente entre certaines équipes, certaines filles, mais moi je m'attends à ce qu'il y ait Tu du vois, mouvement par très tôt. exemple, tu vois, si la Trek et la SD Works commencent à bosser ensemble, parce que c'est les deux équipes avec Mm. les grosses sprinteuses, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de filles qui puissent sortir et puis qui puissent résister, tu vois. Ah, dans la Cipressa, je sais pas. Je sais Oui, pas mais si. ça va sur le plat entre les deux, ça va être n'importe quoi. Ça va Ouais. être super Euh, dur de rester, ça tu dépend vois, à. elles vont arriver avec très très peu d'avance dans le Ouais. podio. Mais ça dépend à combien ils arrivent dans la Cipressa, en fait. Mm. C'est sûr que si le peloton arrive entièrement groupé quasiment et qu'il n'y a pas trop eu, entre guillemets, qu'il n'y a pas eu de course avant, que ça n'a pas été difficile, oui, là, les écarts seront pas très importants au sommet de la Cipressa et du coup, là, il y a des chances que ça se regroupe avant le Poggio. Par contre, si la course a été rendue difficile, que tu as des leaders qui sont isolés, enfin, je sais pas, tu vois, tu regardes la, la formation, le Lidl Trek, bah, il peut y avoir. Alors après, ça reste des filles costauds dans ces équipes-là, mais on n'est pas à l'abri qu'il n'y en ait plus que deux ou trois, et puis on se dit, bah, est-ce que ça vaut le coup de rouler, de sacrifier une fille, et puis si tu as une équipière de chaque équipe qui roule entre les deux ascensions, et puis que devant, tu as un groupe avec des filles qui sont super fortes, c'est pas. Enfin voilà, à voir. Mais en tout cas, Ouais, je mais m'attends à une sur le course parcours, ouverte. ouais, mais moi sur le parcours, moi je vois pas comment avant ils peuvent rendre la course dure, quoi. C'est, ça va être un peu comme chez les hommes, quoi, je pense. Tu vois, il y a pas grand-chose qui se passe avant la Chypre, quoi. Bah, faut que ça roule vite et que dans les trois capis, là, ça déménage. Mm, Ça mm. peut être. Moi, je pense que c'est une option. Je pense que c'est une option. C'est quoi les conditions météo? Il pleut normalement. Alors, j'ai pas vérifié aujourd'hui, mais ça, je peux le faire tout de suite. Mais en tout cas, quand on a fait la preview des messieurs, ils annonçaient de la pluie et ouais, non, là, apparemment, non, ça s'est dégagé, mais et il y aura sûrement un vent. Du vent, bah voilà, on est le long de la côte, donc ouais, les conditions ont l'air meilleures que ce qui était annoncé en début de semaine. Donc à voir, en tout cas, ça va. Enfin voilà, je te rejoins. Ça va être top de voir Milan-San Remo pour les femmes et j'espère qu'on va retrouver cette intensité de fin de course. Mais bon, y a pas de raison qu'on ne l'ait pas. Euh,
Bah puis on a cette dernière classique italienne là, hein, parce qu'on aura quand même enchaîné en passant 15 jours en Italie. Et après, on arrive sur les classiques belges, avec Bruges de Panne, avec Gand-Wevelgem et avec le Tour des Flandres. Donc en une semaine et demie, là, on a trois grosses courses avec en point d'orgue le Ronde van Vlaanderen. Euh, je sais pas forcément. En fait, je trouve que tant qu'on n'a pas vu Kopecky courir, c'est un peu dur de savoir à quoi s'attendre pour le Tour des Flandres. On n'a pas encore non plus la start list, mais Kopecky elle est annoncée, Longo Borghini aussi. Euh, mais moi j'ai l'impression que si elle est en forme, ça peut difficilement lui échapper. Après, on disait ça l'année dernière et finalement elle s'est plantée. Donc ouais, tout reste ouvert, je pense, sur les Flandriennes. Bah, les Flandriennes, oui, comme tu dis, ça va être très compliqué de faire le moindre pronostic si en ne connaissant pas l'état de forme de Kopecky. Après, franchement, je sais pas comment elle n'arriverait pas en forme pour ces courses qui sont super importantes pour elle. Je pense qu'elle va être super forte et ça va être la grosse attraction. Mais on a aucune. Moi, je sais vraiment pas qui va partir sur les équipes, etc. Donc c'est très compliqué de faire le moindre pronostic. Ouais, mais moi je pense que Puck Peters va être très très forte. Sur les Ardennaises, sur les Flandriennes, c'est la deuxième fois que je me plante dans l'émission. Sur les Flandriennes, elle était forte l'année dernière alors qu'elle avait pas l'expérience, qu'elle découvrait ses courses. Elle a été très très en vue et je l'ai trouvée moi là sur ce début d'année aussi très en jambes. Après, il lui manque toujours un. Elle est bien placée, mais il lui manque toujours un petit truc. Mais on voit que quand ça accélère, elle est présente. Hein. C'est elle qui a le plus collé à Vollering sur le trophée Obinda. Euh, un peu déçu de ses Strade Bianche. Je pense qu'elle était un peu cuite sur la fin. Mais ouais, je pense elle a plus préparé ses Flandriennes, vu ce qu'elle a fait l'année dernière. Et ça peut être une très belle surprise. Alors ce sera aussi une des attractions sur les Ardennaises, mais ça on en reparlera plus tard. Mais ouais, moi une petite pièce sur Puck Peters. Oui, enfin, ça peut être. Oui. Bah, vu son état de forme l'année dernière, avec le peu d'expérience qu'elle avait, ça peut faire que des super étincelles. Après, moi, qui est-ce que je peux prendre d'autre? Tu vois, est-ce que une Blanca Vas, tu vois, qui fait 2 sur le Mhm. trophée Alfred, est-ce qu'elle pourrait pas nous faire un truc sympa sur une des courses, enfin, sur une des Flandriennes? Tu vois, je sais pas. Et mais honnêtement, c'est très compliqué Surtout pour moi qu'elle va de. vite au sprint, Blancavas. Donc ça, c'est vrai que Oui. c'est un atout. Puck Peters, elle va vite au sprint aussi, mais Blancavas, on a vu hein, la caisse qu'elle avait cet hiver en cyclocross. Et ouais, clairement. Après, le problème pour elle, c'est qu'elle va être avec Kopecky, avec Vibus. Ouais, c'est ça. Bah, Donc, c'est ça. C'est bah ouais, elle va être en coéquipière de luxe, quoi. ouais. C'est ça le problème. Donc, quelle C'est liberté dommage. elle pourra avoir. Je sais pas si ce sera en mode, bah, du coup, je peux anticiper et puis peut-être que ça ira bien. Bah, Je suis pas sûr. c'est assez difficile à prévoir, effectivement. Hmm. Mais ouais, carrément, ouais, elle sera très, très en vue. Euh, Puis après, bah, on va arriver avec Paris-Roubaix, la course en France, la plus attendue après le Tour de France. Alors pareil, on n'a pas la start list, mais on va retrouver les mêmes filles qu'une semaine plus tôt sur le Tour des Flandres. On, on est habitué sur Paris-Roubaix à avoir des courses assez haletantes. Hein. On se souvient notamment de cette édition 2023 où ça s'est joué avec les échappées, la victoire d'Alison Jackson, le Tokopeki qui règle au sprint un groupe qui bat Balsamo et Pfeiffer Georgie l'année dernière.
pareil, je pense qu'on va retrouver les mêmes filles devant avec Marianne Vos. Lorena Wiebes qui pourra être aussi à surveiller. Et ouais, ça promet une belle bagarre sur les chemins pavés en tout cas. Bah, Paris-Roubaix, ça fait toujours les étincelles. Il y aura toujours la variable malchance qui sera ultra importante. Et tu vois, c'est pour ça que tu vois, une Blanca Vas, tu vois, si elle arrive à se trouver dans le bon groupe au bon moment, là, elle peut Mm. se retrouver à l'avant de la course et aller chercher la gagne, tu vois. Plus, peut-être plus sur Roubaix, ouais, où on sait que Ah, sur qu'il Roubaix, peut se sur Roubaix, passer ouais, comme sur ça, Roubaix, ouais. ce genre de Ouais. scénario, ouais. Ouais, ouais, effectivement, Mm. ça peut tourner, et puis il suffit qu'il y ait une des deux filles qui a un souci mécanique ou autre, et puis on lui dise, bah, un peu comme sur le Tour de France l'année dernière, quoi. Ah bah, il y a la Mm. maillot jaune qui a chuté, c'est pas grave, vas-y, reste devant, tu peux gagner. Et bah, du coup, c'est ce qu'elle avait fait sur le Tour Mm. à Amnéville, et c'est ce qu'elle peut faire sur un monument, ouais. Sur un monument, Mm. effectivement. Effectivement. Euh, Bah voilà, je pense que pour les courses à venir, il y a quand même un très très beau programme. Euh, Regardez bien Milan-San Remo samedi. Normalement, l'arrivée aura lieu avant la course des hommes. Et il faut pas louper ce final. Et en apéro, de toute façon, sur la course des hommes, il se passera rien à ce moment-là. Donc, du C'est coup, ça. on est tranquille. Alors, Titien, qui devait être avec nous pour l'émission, a eu un empêchement de dernière minute, mais il m'a soufflé que pour lui, Kate Ferguson, qui a fait troisième du Trophée Binda, fera un podium sur Milan-San Remo. Donc voilà, je tenais à faire passer l'information à nos auditrices et nos auditeurs. Effectivement, Kate Ferguson, on n'en a pas parlé, et pour la première course de sa saison, on l'avait vue déjà très très impressionnante l'année dernière. Elle est double championne du monde junior. Elle avait aussi fait des étincelles dès son arrivée à la Movistar en tant que stagiaire, en remportant notamment Binche Chimay Binche. Et là, elle commence 2025 d'une manière assez extraordinaire parce qu'elle est juste devancée par Balsamo et Blancavas qui sont pas n'importe qui. Elle termine devant Marianne Vos au sprint, s'il vous plaît. Et la Britannique n'a que 18 ans, bientôt 19. C'est très très jeune. C'est assez Ouais, ouais. impressionnant, tu vois. Elle est de C'est 2006, hein, pour Elle est remettre de dans le 2006, ouais. contexte. Ouais, dit comme ça, oui. Mm. Mais ouais, je pense que c'est quelqu'un qui va dans les prochaines années. Enfin, c'est pas très, faut pas être devin pour dire qu'elle ça va faire, ça, elle va gagner les grandes courses et ça va être super forte. Mais moi, je me pose des questions sur dans quelle direction, quel profil de coureuse elle va Mm. devenir. Et je pense que ça peut être une très très bonne coureuse de classique. Ouais, mais en tout cas, il a écrasé le circuit junior l'année dernière. Euh, Clairement, elle a quasiment remporté plus de la moitié des courses auxquelles elle a participé, je crois, largement. Et là, ça fait des débuts très très prometteurs. Donc, elle sera sur Milan-San Remo. Elle a annoncé aussi sur Gand-Wevelgem, sur Paris-Roubaix. Voilà, elle devrait faire la Vuelta également au mois de mai. Donc, peut-être effectivement que ça nous donnera un petit peu plus d'indications sur son profil de coureuse. Mais en tout cas, hâte de la voir à l'œuvre dans le Poggio. Et on vérifiera si Titien a raison ou pas Ou de pas. ce pronostic. Voilà. Mm. Et toi, un petit prono, Loïc, pour samedi. Je vais pas te demander pour toutes les courses parce que ça va être un peu compliqué, sachant qu'on a peu d'infos encore sur à la fois les états de forme et les filles qui seront présentes au départ. Mais en tout cas, sur Milan-San Remo, ton pronostic. Ou un pronostic. Un pronostic, ça dépend. Est-ce que tu veux que je fasse un pari ultra facile et je me dis, Oh, ok, tu peux je faire te les donne deux deux si noms. tu veux. Je peux Ouais, faire les c'est deux. ça. Ok, Tu fais un truc si, sécure et puis un truc. Mais c'est quoi ce pari? bah, je me dis, bon, si je devais passer, enfin, si je devais mettre mon livret, tu vois, une Balsamo, tu vois, je me dis, bon, elle a été en super forme ces derniers temps, Ouais. ça peut être pas mal. Et sinon, une Chloé Dykert qu'on n'a pas vu beaucoup courir cette Ah, année, moi je la vois bien sur la continuité de l'année dernière, nous faire une attaque en solo quelque part et nous faire une très très belle course. Chloé Daiger, toi, c'est
C'est osé, c'est osé. On l'avait vu en forme en Australie au début d'année, un peu moins en réussite sur l'UAE Tour. Et c'est vrai que depuis, on l'a pas vu, donc c'est assez difficile à prévoir, mais On verra. effectivement, c'est un beau pronostic. C'est un beau pronostic. Et bah tu vois, moi, je vais faire comme toi. Je vais faire un pari un peu plus sécure. Je pense que le Kopecky va arriver très très en forme. Et en fait, je vois personne lâcher Kopecky sur la course. Et Mhm. pour moi, au sprint, elle devrait s'imposer. Et après, sauf si, voilà, il y a Lorena Wiebes. En fait, un des risques pour elle, c'est qu'il y a Lorena Wiebes. Mais voilà, je sais pas comment ça va s'organiser. C'est un peu le même problème de Rich Van Der Poel Philipsen sur cette course. Ouais, c'est C'est un peu ça. Ouais. que Mhm. on est dans le même genre de scénario, donc on verra. Mais moi, je mise sur Lotte Kopecky pour l'emporter. Et alors c'est un peu compliqué hein, pour trouver un pari comme ça, mais pour moi, s'il y a une surprise, c'est que l'échappée allait au bout. Parce qu'après, Mhm. je vois pas comment la course pourrait échapper aux toutes meilleures. Donc ouais, c'est pas évident de trouver une fille qui, bah, comme ça, qu'on pourrait sortir des, bah, des favorites. Euh, C'est compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Non, bah tiens, je vais prendre, pas de l'échappée matinale, mais euh, une fille que j'ai trouvée très en jambes depuis le début de l'année. Euh, il lui a toujours manqué un petit quelque chose, mais elle était offensive, elle était dans les bons coups bien sentis, et peut-être que sur un coup de dé, une petite attaque dans le final, en bas de la descente du Poggio, ça peut lui sourire. C'est Kim Lecourt, la Mauricienne. Mhm. Ah oui, oui, j'avais Voilà. pensé à elle aussi. On la reconnaît hein, dans le peloton, on croit qu'elle a le maillot de championne du monde, C'est mais ça fait toujours voilà, bizarre. Ça fait vraiment mais bizarre. non, c'est pas ça, effectivement, ça fait bizarre. Mais j'ai bien aimé son attitude sur les premières courses là. Pareil sur le trophée Obinda, elle est dans le final, elle est présente, elle est dans un des coups qu'on croit qui va aller au bout. Sur l'Estrade Bianchi, elle était là aussi, elle fait troisième de l'UAE Tour. Donc elle est en Cannes. Ouais, je trouve qu'il y a il y a un truc hyper intéressant chez elle sur cette année là. Donc voilà, moi ce serait mon petit pari un peu plus osé, même si c'est pas voilà, c'est pas non plus un risque en mettant une inconnue, mais pourquoi pas voilà, sur un petit coup bien senti, elle s'isole et elle peut aller au bout. C'est sûr que ça peut être intéressant. Et son maillot qui me fait toujours Ah croire mais que je suis daltonien ou un truc comme ça, c'est vraiment il est bizarre. génial. Là, quand on va l'avoir à côté de Kopecky, on va rien comprendre. On va dire, attends, mais Ouais, c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, bah, on le rappelle, hein, regardez bien Milan-San Remo samedi après-midi. Ça va être vraiment une super course. On va se régaler. Bah, Loïc, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter par rapport à cette émission du mois de mars, par rapport bah, voilà, peut-être aux courses qui arrivent, une fille dont on n'aurait pas parlé, que t'attends de voir sur Milan-San Remo samedi. À noter que bah, y a Viadoma qui a annoncé sur sur la liste de départ, donc ça veut dire qu'elle est bien rétablie de ses pizzas qu'elle a ramenées des Strade Bianche là. Ah oui. Je pense que tout le monde a vu Ouf. la photo tournée où elle est vraiment écorchée de la tête aux pieds. Heureusement, sa chute n'a pas été plus grave que ça, on va dire. Donc voilà, on va voir dans quel état de forme elle se trouve, même si c'est pas forcément une course qui correspond le mieux à son Bah, profil. c'est ça. Je sais pas si ça vaut vraiment la peine pour elle. Enfin, ouais, c'est une course qui, je pense, qui va être historique et qui c'est bien de participer, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment pour elle, quoi. Ouais, elle va peut-être jouer un peu plus pour Outrup Ludwig Oui, carrément. Ouais, ou ouais. voilà, ou Mm. favoriser la victoire de Chloé Dygert, c'est ça. Exactement. Voilà, on a compris. Mm. Euh, ok, et bah écoute, merci Loïc, bon Milan-San Remo à toi, bonne Flandrienne, et puis on essaiera de se retrouver justement après Paris-Roubaix
pour refaire un point sur tout ce qui se sera passé. Mais je sens que ça va être absolument magnifique et on va se régaler une fois de plus avec le cyclisme féminin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Et C'était puis, super. bah ouais, comme d'hab, toujours un plaisir de parler cyclisme féminin avec toi sur Radio Fringale. On se retrouve très bientôt. On espère que cette fois, on pourra être trois pour pouvoir en parler encore plus longuement. Et là, il y aura pas mal de courses à analyser. Donc, l'avis d'un autre expert sera le bienvenu. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Et bien évidemment, pensez à vous alimenter car la fringale guette. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Bisous à tout le monde.